C'était une froide après-midi d'automne à Lyon, lorsque j'ai décidé de rendre visite à mon fils à l'improviste. Les feuilles sèches craquaient sous mes pieds, tandis que je traversais le jardin de la maison que j'avais un jour aidé à acheter. L'odeur de café frais émanait de la cuisine, mêlée à l'arôme humide de la terre après une légère pluie, typique de cette saison. Ma convalescence après l'hospitalisation était encore récente, et je sentais le besoin de renouer avec ma famille. En franchissant le portail en fer forgé, j'entendis, venant du salon, une phrase qui me glaça le sang. Pourquoi est-elle encore en vie? Mon cœur s'emballa. Le son venait de la voix de mon propre fils, celui que j'avais porté en mon sein et élevé avec tant d'amour. Le doute et la peur se mêlèrent à la douleur profonde de réaliser que ces mots cruels sortirent de la bouche de celui qui était censé me protéger et prendre soin de moi dans cette phase vulnérable de ma vie. Je, http, vie.je, restais silencieuse, cachée derrière le mur de pierre du jardin, écoutant le dialogue étouffé entre mon fils et ma belle-fille. Chaque mot était comme un coup de poignard en pleine poitrine. La tension entre eux grandissait progressivement, révélant de vieilles rancœurs et des intentions que je n'aurais jamais imaginées. Dans le quartier de la Croix-Rousse, marqué par ses maisons étroites en pierre centenaire et ses voisins toujours curieux, le moindre scandale familial pouvait résonner dans les rues comme des ragots pendant des semaines. Le froid de la nuit qui tombait lentement contrastait avec le feu qui brûlait en moi. S'agissait-il seulement d'un cruel dépit motivé par le stress? Ou y avait-il quelque chose de bien plus sombre en préparation? Les souvenirs des dîners dominicaux en famille, des plats de coq au vin et des baguettes chaudes que nous préparions ensemble, semblaient désormais des souvenirs lointains et douloureux, remplacés par la menace réelle de la trahison. Je, http, trahison. Je pris la décision de ne pas partir en lâche. J'entrai dans la maison en silence, marchant lentement sur le parquet que je connaissais par cœur, revendiquant mon droit d'être là. La confrontation fut inévitable et douloureuse. Mon fils, visiblement embarrassé et pâle, tenta désespérément de justifier ses paroles cruelles. Mais mon regard, chargé de blessures ouvertes et d'un amour qui saignait désormais, exposa tout le poids du ressentiment qui s'était accumulé entre nous au fil des années. Entre larmes amères, accusations pesantes et révélations choquantes de secrets de famille bien gardés, l'ambiance se transforma rapidement en un véritable champ de bataille émotionnelle. Le petit salon, éclairé seulement par l'ampoule jaunie de la vieille lampe, semblait suffocant et oppressant. Le choc ne résidait pas seulement dans ce qui avait été dit, mais dans ce qui était véritablement en jeu à ce moment-là. Dans le silence pesant qui suivit les discussions intenses, je pris une décision qui changerait tout pour toujours. L'aube avançait lentement sur Lyon, et par les fenêtres embuées, on distinguait déjà la brume caractéristique couvrant les rues vides et les toits d'ardoise. D'un pas ferme et déterminé, je fis clairement savoir que je n'accepterais plus de vivre sous l'ombre cruelle de l'ingratitude et du manque de respect. Ma belle-fille resta complètement silencieuse, et mon fils, visiblement partagé entre la culpabilité qui le rongeait et une impuissance paralysante, me vit partir vers ma liberté, peut-être pour la première fois depuis de nombreuses années. Le froid mordant du matin à Lyon me frappait le visage comme des lames, mais un nouveau sentiment de chaleur naissait dans mon cœur. Le sentiment puissant de quelqu'un qui redécouvre enfin sa propre force intérieure et sa dignité en tant qu'être humain. Je, humain. Je marchais dans les rues pavées et humides de Lyon, sentant le poids d'une vie entière de sacrifice et de dévouement à ma famille. Les premières lueurs de l'aube commençaient à illuminer les façades colorées des vieux immeubles, et je respirais l'air frais, comme si c'était la première fois. Je ne savais pas exactement où j'allais, mais je savais, avec une certitude absolue, d'où je partais. D'un endroit où mon existence était perçue comme un fardeau indésirable. Mes pas résonnaient dans les rues désertes, tandis que je pensais aux possibilités qui s'offraient à moi.
Il y avait une vie au-delà de cette maison, au-delà de ces murs d'ingratitude. À 62 ans, je redécouvrais qu'il était encore temps de recommencer, de trouver des gens qui me valoriseraient pour ce que je suis, et non pour ce que je représentais comme un inconvénient. La ville s'éveillait, et moi aussi, là, HTTP, aussi.LA. Liberté a un goût amer au début, mais elle devient ensuite douce comme le chocolat chaud que je buvais les matins froids d'hiver. J'ai trouvé un petit appartement dans le centre historique de Lyon, avec vue sur le Rhône, où le reflet des lumières de la ville dansait sur l'eau sombre. Là, loin des jugements et des mots qui blessaient comme des couteaux, j'ai commencé à reconstruire mon identité. Je me suis fait de nouveaux amis au marché local, des gens qui m'ont connue non pas comme la mère à problème, mais comme Marie, une femme forte qui avait surmonté des adversités. Peu à peu, mon fils a tenté de se rapprocher, portant le poids de la culpabilité et du repentir. Mais j'avais appris une précieuse leçon. Parfois, aimer quelqu'un signifie aussi savoir quand garder ses distances, en préservant sa dignité. La pluie continuait de tomber sur Lyon, mais je ne me mouillais plus. J'avais trouvé mon propre toit, ma propre protection. Les premiers jours dans l'appartement furent une découverte constante. Je me réveillais au son des cloches de la basilique Notre-Dame de Fourvière, résonnant dans la ville. Un rituel matinal qui me connectait à quelque chose de plus grand que ma douleur. Le miroir de la salle de bain reflétait une femme différente. Non plus courbée par le poids des attentes des autres, mais droite comme les platanes qui bordaient les rues. Je préparais mon petit déjeuner lentement, savourant chaque gorgée de café au lait et chaque morceau de croissant, encore chaud de la boulangerie du coin. Monsieur Dubois, le boulanger, me saluait toujours avec un sourire sincère, s'enquérant de ma journée. C'était étrange d'être vu, vraiment vu, après m'être senti invisible si longtemps. Les matins à Lyon avaient leur propre rythme, et j'apprenais à danser au gré de cette nouvelle musique. Pour la première fois depuis des années, mon temps était vraiment le mien, sans avoir à justifier chaque choix ou mouvement à quelqu'un qui remettait en question mon existence là. HTTP rawrackexistence.la. Solitude initiale fit place à une routine réconfortante. Tous les après-midi, je me promenais dans les rues du Vieux-Lyon, observant les touristes photographier les façades médiévales, tandis que je redécouvrais ma propre ville. Au Café des Fédérations, j'ai trouvé un groupe de femmes de mon âge qui se réunissaient pour jouer aux cartes et parler de la vie. Madame Colette, une joyeuse veuve aux cheveux gris, me présenta aux autres comme la nouvelle voisine courageuse. Elle ne savait pas d'où je venais, ni pourquoi j'étais arrivée là, mais elles m'ont accueillie sans questions invasives. Nous partagions des histoires de petits-enfants, des recettes de famille et des plaintes concernant le prix croissant des légumes au marché. C'était réconfortant de découvrir qu'il y avait des gens prêts à me connaître pour ce que je suis aujourd'hui, et non pour ce que j'ai représenté dans le passé. La chaleur humaine de ces après-midi réchauffait plus que n'importe quelle cheminée. 3 semaines après mon départ, mon téléphone a sonné. C'était Jean-Pierre, mon fils, la voix nouée de repentir. Pendant 20 minutes, il tenta d'expliquer l'inexplicable, disant que ces mots n'étaient qu'un dépit désespéré face aux difficultés financières qu'il rencontrait avec mes soins médicaux. Sa femme était enceinte et il se sentait sous pression, débordé. J'écoutais en silence, ressentant un mélange de compassion et de déception. Je compris que sa vie d'adulte était plus complexe que je ne l'imaginais, mais cela ne justifiait pas la cruauté. « Jean-Pierre, dis-je calmement, je comprends vos difficultés, mais certains mots ne peuvent être effacés. J'ai besoin de temps pour digérer tout cela. » Je raccrochais et regardais par la fenêtre le Rhône s'écouler sereinement. L'eau suivait son cours, et je devais aussi suivre le mien, sans me presser de pardonner ou d'oublier, mais ouverte au dialogue quand je serais prête. L'hiver arriva tôt à Lyon cette année-là, apportant avec lui une mélancolie qui semblait correspondre à mon état d'esprit.
Mais ce n'était pas une tristesse destructive, c'était la mélancolie de quelqu'un qui est en train de traiter des changements profonds. Je me suis inscrite à un cours de cuisine traditionnelle française à l'Institut Paul Bocuse. Quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire, mais n'avais jamais eu le courage. Là, entre casseroles en cuivre et arômes d'herbes fraîches, j'ai découvert que mes mains avaient encore beaucoup à créer. Les autres élèves, quelques jeunes chefs en formation, me traitaient avec respect et curiosité, intéressés par mon expérience de vie. « Madame Marie », disait le chef instructeur, « vos techniques traditionnelles sont un trésor. » Pour la première fois depuis des décennies, je me sentais valorisée pour quelque chose que je savais faire, non pour ce que je représentais pour les autres. Chaque recette apprise était un petit acte de reconstruction personnelle. Le printemps apporta avec lui une lettre de Jean-Pierre. Ce n'était pas un appel pressé ou un message numérique froid, mais une lettre manuscrite, comme celle que nous écrivions quand il était enfant. Il y racontait la naissance de ma petite fille, Emma, et comment tenir cette vie minuscule dans ses bras l'avait fait tout repenser. « Maman », écrivait-il, « je veux qu'Emma connaisse la grand-mère forte que j'ai oublié de voir en toi. » La lettre était tachée, peut-être de larmes, peut-être de café, peu importait. Ce qui importait, c'était la sincérité brute de chaque mot. Il proposait des rencontres progressives, sans pression, pour reconstruire notre relation sur des bases plus solides et respectueuses. Je serrai la lettre contre ma poitrine un long moment, sentant le papier froisser contre mon cœur. Pardonner ne signifie pas oublier, mais parfois, cela signifie donner une chance à l'amour de trouver un nouveau chemin pour fleurir entre les blessures. 6 mois après avoir quitté la maison de mon fils, je me tenais dans le parc de la Tête d'Or, tenant Emma dans mes bras pour la première fois. Elle avait les yeux curieux de Jean-Pierre enfant, et ses minuscules doigts s'accrochaient à mon index avec une force surprenante. Mon fils observait, nerveux mais respectueux, gardant la distance que j'avais établie comme nécessaire. « Elle a ton nez, maman », dit-il doucement. Je souris, sentant que certaines blessures peuvent cicatriser lorsque l'amour est sincère, même si les cicatrices restent comme des rappels de leçons apprises. Le soleil printanier réchauffait nos visages, tandis qu'Emma dormait paisiblement dans mes bras. Je ne retournerai pas vivre avec eux, et je n'abandonnerai pas l'indépendance si chèrement acquise. Mais peut-être, juste peut-être, pourrions-nous construire quelque chose de nouveau. Une relation basée sur le respect mutuel, où mon existence ne serait pas remise en question, mais célébrée comme le cadeau qu'elle aurait toujours dû être. Les mois suivants apportèrent une routine que je n'aurais jamais imaginée possible, à 62 ans. Je me réveillais au son des oiseaux dans le parc de la Tête d'Or et préparais mon café tout en planifiant ma journée. 3 fois par semaine, Jean-Pierre amenait Emma me rendre visite. Elle grandissait vite et j'étais devenue la grand-mère Marie qui enseignait les comptines françaises et préparait des petits fours. Durant ces visites, mon fils et moi reconstruisions notre relation mot après mot, comme on restaure un meuble ancien avec patience et soin. Il me parlait des pressions au travail, des nuits sans sommeil avec le bébé, et je partageais des histoires de son enfance. Ma belle-fille, Sylvie, restait distante mais cordiale, portant encore le poids de la honte de ce qu'elle avait dit cette nuit fatidique. Nos rencontres avaient toujours lieu en terrain neutre, mon appartement, où j'établissais les règles et le rythme de nos retrouvailles familiales. Le changement le plus significatif survint lorsque je décidai de chercher un travail. Madame Colette me parla d'un poste d'assistante dans une librairie indépendante dans le quartier de la Presqu'île. Monsieur Bernard, le propriétaire, était un homme aimable d'une 60aine d'années qui cherchait quelqu'un avec de l'expérience de vie pour aider les clients à trouver non seulement des livres, mais des histoires qui toucheraient à ça leurs âmes. « Vous avez le regard de quelqu'un qui a beaucoup lu la vie », me dit-il lors de notre entretien. J'acceptais le travail le jour même. Entre des étagères remplies de littérature française et de classiques mondiaux,
je trouvais un but renouvelé. J'aidais de jeunes étudiants à découvrir Simone de Beauvoir, recommandais des romans au cœur brisé et organisais les séances de lecture hebdomadaires pour les personnes âgées. Le salaire était modeste, mais le sentiment d'être utile et respecté n'avait pas de prix. Chaque jour à la librairie était une réaffirmation que mon esprit était encore agile et précieux. Le premier anniversaire d'Emma approchait et Jean-Pierre m'invita à la fête chez lui. J'hésitais pendant des semaines avant d'accepter. Je n'avais pas mis les pieds dans ce jardin depuis la nuit où j'avais entendu les mots qui avaient tout changé. J'arrivais avec un cadeau soigneusement choisi. Un livre de contes français, illustré que j'avais trouvé à la librairie. La maison était décorée de ballons roses et le jardin transformé en un petit paradis enfantin. Sylvie me salua d'un baiser sur la joue et d'un chuchotement d'excuses. « Marie, je suis désolée pour tout. » Ses yeux étaient sincères, chargés d'une maturité que la maternité avait apportée. Pendant la fête, j'observais mon fils interagir avec Emma, voyant en lui le père affectueux que j'avais élevé, mais aussi l'homme qui apprenait à équilibrer responsabilité et émotion. Quand Emma fit ses premiers pas ce jour-là, nous pleurâmes tous de joie, et je sentis que certaines blessures pouvaient vraiment cicatriser avec le temps et l'amour. L'automne suivant, exactement 1 an après cette terrible nuit, j'organisai un dîner dans mon appartement. J'invitais Jean-Pierre, Sylvie et Emma, mais aussi Madame Colette et Monsieur Bernard, ma nouvelle famille de choix. Je préparais un pot-au-feu traditionnel, la recette que ma propre mère m'avait enseignée des décennies auparavant. L'arôme emplit l'appartement, créant une atmosphère chaleureuse et traditionnelle. Pendant le dîner, Emma bavait joyeusement dans sa chaise haute, tandis que les adultes conversaient sur les livres, les voyages et les projets futurs. Jean-Pierre me remercia non seulement pour le pardon, mais pour m'avoir montré comment être forte face à l'adversité. « Tu m'as appris que le respect ne se demande pas, il se gagne », dit-il, tenant ma main sur la table. Sylvie ajouta que mon courage l'avait inspiré à valoriser davantage sa propre mère. Cette nuit-là, avec la table pleine de personnes qui avaient là choisi de m'aimer et de me respecter, je compris que la famille n'est pas seulement le sang. C'est un engagement, un choix et un respect mutuel cultivé quotidiennement. Aujourd'hui, 2 ans après cet après-midi qui a tout changé, je me réveille chaque jour reconnaissante d'avoir trouvé le courage de ne pas accepter moins que ce que je mérite. Emma court maintenant dans mon appartement en criant « Grand-mère, grand-mère !» avec une joie contagieuse. Ma relation avec Jean-Pierre n'est jamais redevenue la même, mais elle a évolué vers quelque chose de plus mature et respectueux. Il a appris que prendre soin d'un parent âgé est un privilège, pas un fardeau, et j'ai appris que je peux aimer mes enfants sans sacrifier ma dignité. À la librairie, j'aide d'autres personnes à trouver des histoires de nouveaux départs et de dépassement, sachant que chaque livre recommandé porte un peu de mon propre parcours. Sylvie et moi avons développé une amitié prudente mais sincère, basée sur le respect mutuel né de la reconnaissance de nos erreurs. Quand je regarde le Rhône couler sereinement à travers la ville, je me souviens que, tout comme le fleuve, la vie continue de s'écouler, et il nous appartient de choisir si nous voulons nager à contre-courant ou trouver notre propre rythme dans les eaux de l'existence. Les saisons ont continué leur cycle éternel sur Lyon, et j'ai appris à trouver la beauté en chacune d'elles d'une manière complètement nouvelle. L'été suivant, j'ai organisé mon premier pique-nique au parc de la Tête d'Or avec Emma, qui marchait maintenant à petits pas hésitants mais déterminés. Nous avons étendu une couverture à carreaux sous l'ombre d'un chêne centenaire et elle a ri lorsqu'une famille de canards s'est approchée, espérant des miettes de nos sandwichs. Jean-Pierre est arrivé plus tard, apportant de la glace artisanale de la célèbre glacier Terre à délices. Je l'ai observé jouer avec sa fille, la poussant sur la balançoire, et j'ai vu en lui non seulement l'homme qui m'avait blessé, mais aussi le père dévoué qui essayait d'être meilleur chaque jour. « Maman », dit-il tandis qu'Emma dormait dans mes bras. «
Merci de m'avoir donné la chance d'apprendre à être un meilleur fils. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient le poids d'une année entière de réflexion et de croissance personnelle que nous avions tous deux vécu à travers ce voyage douloureux, mais transformateur. À la librairie, je suis devenue une sorte de conseillère officieuse pour les clients qui cherchaient plus que de simples livres. Un après-midi, une jeune femme nommée Amélie est entrée, cherchant quelque chose sur les relations familiales compliquées. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, et j'ai reconnu en elle la douleur de quelqu'un qui se sentait rejeté par sa propre famille. J'ai recommandé L'amour en héritage de Françoise Sagan, et je me suis assise avec elle dans le petit coin lecture de la librairie. Parfois, lui dis-je doucement, les gens que nous aimons nous blessent parce qu'ils sont eux-mêmes blessés. Mais cela ne signifie pas que nous devons accepter d'être maltraités. Nous avons parlé pendant 1 heure des limites, de l'estime de soi et de l'importance de se valoriser. Des semaines plus tard, elle est revenue me remercier, disant qu'elle avait trouvé le courage d'affronter sa famille et d'exiger le respect. Monsieur Bernard observait ces interactions avec un sourire fier, disant que j'avais transformé sa librairie en un refuge pour les âmes blessées qui cherchèrent la guérison à travers les mots et la compréhension humaine. Le 3e anniversaire d'Emma fut célébré dans mon appartement, une tradition que nous avions établie sans discussion. Le petit salon s'est rempli de rires d'enfants et d'adultes qui avaient appris à apprécier les moments simples. Emma a soufflé les bougies du gâteau au chocolat que j'avais préparé en suivant la recette secrète de ma grand-mère, et ses petits yeux ont brillé d'un bonheur pur. Jean-Pierre et Sylvie sont arrivés ensemble, et j'ai pu remarquer à quel point ils avaient mûri. Sylvie me consultait maintenant pour des recettes traditionnelles et des conseils sur l'éducation des enfants, démontrant un respect né de la reconnaissance de mon expérience et de ma sagesse. Pendant la fête, Emma a couru vers moi avec un dessin fait au crayon de cire. Une maison simple avec 3 figures souriantes. « C'est nous, grand-mère. Papa, maman et toi. » Ces dessins d'enfants capturaient une vérité profonde. Nous étions une famille reconstruite, différente de l'original, mais peut-être plus forte, parce que nous avions consciemment choisi d'être ensemble, en respectant les limites et les besoins de chacun. Le printemps suivant, je pris une décision qui surprit tout le monde. Je m'inscrivis à un cours de littérature française à l'université Lyon 3. À 64 ans, je retournais sur les bancs de l'école, portant un sac à dos parmi des jeunes qui auraient pu être mes petits-enfants. Le professeur, le docteur Laurent Mercier, fut initialement surpris par ma présence, mais découvrit rapidement que mon expérience de vie apportait une perspective unique aux discussions sur les classiques. Nous analysions Madame Bovary sous l'angle de femmes qui connaissaient l'oppression domestique, et nous débattions de Camus avec la sagesse de ceux qui avaient affronté l'absurdité de l'existence dans leur propre chair. Mes jeunes collègues me sollicitaient après les cours, curieux de mes interprétations. « Madame Marie, » dit une étudiante nommée Chloé, « vous voyez des choses dans les textes que nous n'arrivons pas à percevoir. » Je découvris que mon esprit, loin d'être rouillé, était en fait plus aiguisé que jamais, nourri par des expériences réelles qui donnaient de la profondeur aux mots des grands maîtres de la littérature. Pendant les vacances d'été, Jean-Pierre suggéra un voyage en famille, en Provence. Au début, j'hésitais, craignant que la proximité forcée ne rouvre des blessures mal cicatrisées. Mais Emma, maintenant âgée de 4 ans et dotée d'une forte personnalité, insista pour que sa grand-mère vienne voir les champs de lavande violette. Nous cédâmes à son innocente manipulation. La maison louée à Gordes offrait une vue sur les vallées parfumées et un jardin où Emma pouvait courir librement. Pendant cette semaine, je redécouvris la joie d'être grand-mère sans les complications d'être mère. J'enseignais à Emma à faire des bouquets de lavande, lui racontais des histoires sur les traditions provençales et observais Jean-Pierre photographier nos moments ensemble, avec un soin presque révérencieux. Sylvie et moi avons cuisiné ensemble pour la première fois, préparant une ratatouille avec des légumes cueillis au marché local.
« Marie, dit-elle un soir, alors que nous buvions du vin rosé sur la terrasse, merci de nous avoir appris que la famille signifie aussi savoir quand donner de l'espace et quand se rapprocher. Cette semaine-là, non seulement nous avons renforcé nos liens familiaux, mais nous avons également célébré la croissance que chacun de nous avait vécue. Aujourd'hui, quand je regarde par la fenêtre de mon appartement à Lyon et que je vois le Rhône couler paisiblement vers la Méditerranée, je ressens une paix que je n'aurais jamais cru possible. Emma dessine sur ma table de cuisine pendant que je prépare des biscuits au gingembre, une recette qu'elle a déjà mémorisée à force de la répéter avec moi. Jean-Pierre m'appelle tous les jeudis pour discuter de la semaine, respectant mes horaires et ne supposant jamais que je suis disponible simplement parce que je suis sa mère. À la librairie, je suis devenue la mentor d'autres personnes qui cherchent à prendre un nouveau départ après des ruptures familiales, rappelant toujours qu'il n'y a pas d'âge pour redécouvrir sa propre force. Cette phrase terrible que j'ai entendue il y a 3 ans, pourquoi est-elle encore en vie? Résonne maintenant différemment dans ma mémoire. Non pas comme une condamnation, mais comme le catalyseur qui m'a montré qu'il y avait encore tant à vivre, à aimer et à découvrir. Je suis vivante non seulement biologiquement, mais pleinement vivante dans tous les sens du terme. Et c'est quelque chose que personne ne pourra plus jamais remettre en question.